Bonjour à tous, heureux de vous rencontrer maintenant pour cette énième session du Congrès de la Vision de Rabat. Donc on est bien content de vous retrouver après ce long moment de Covid et puis Inch'Allah on se retrouvera très bientôt en présentiel. Je remercie Mohsin Bqali de m'avoir réinvité encore cette année et il m'a demandé de vous présenter en fait pas spécialement les examens indispensables en chirurgie réfractive mais surtout le bilan lui-même de la chirurgie réfractive. Donc, comme vous savez, en chirurgie réfractive, il y a différentes situations. Donc, on a la chirurgie réfractive cornéenne au laser excimer, on a les implants FAC et la chirurgie au cristallin. Donc, l'orthoptiste et le biorthoptique préopératoire, comme vous le savez, la chirurgie de la réfraction peut induire des modifications de la vision binoculaire en provoquant donc un changement de l'acuité visuelle, de la meilleure acuité visuelle corrigée, et aussi une évolution donc de la qualité de vision par une baisse de l'anisométropie, par exemple, et une modification de l'état binoculaire, sachant que la vision binoculaire est la finalité de notre organisation sensorimotrice. Elle est par contre intimement liée à la réfraction oculaire. Donc, si je touche à ma réfraction oculaire, bien évidemment, je peux déstabiliser ma vision binoculaire. En conséquence, une sélection des candidats apparaît de plus en plus indispensable afin d'anticiper et de prévenir les problèmes post-opératoires de cette vision binoculaire. Et c'est là qu'entre en jeu le seul spécialiste paramédical de l'AVB, qui est bien évidemment l'orthoptiste. Donc voilà comment à peu près va s'orienter la présentation. Donc l'orthoptiste va s'occuper des bilans préopératoires, parce que dans ces bilans préopératoires, vous avez un bilan informatif. C'est un bilan basé sur un questionnaire médical d'appréciation de la qualité de vision. On va donc poser des questions aux patients, voir comment ils travaillent, voir quelles sont ses habitudes visuelles, quel sport ils pratiquent, etc. Donc, le deuxième bilan, c'est proprement dit le bilan orthoptique au propre sensu. Donc, on va étudier en fait la vision binoculaire. Et le troisième bilan, entre guillemets, c'est le bilan réfractif. On va déterminer donc l'acuité visuelle, objective, subjective, faire les examens indispensables en chirurgie réfractive, que sont les topographies, la bérométrie, la biométrie, etc. Donc, tout cela, en fait, va être synthétisé. Ces résultats vont être synthétisés par le chirurgien qui va poser l'indication opératoire, bien évidemment, après avoir fait son examen ophtalmologique de fond d'œil et du segment antérieur. Donc, le bilan réfractif, comment il s'articule? On va mesurer, bien évidemment, l'acuité visuelle sans correction et l'acuité visuelle avec correction. Sans correction, parce qu'on va pouvoir dépister en fait des petits myopes ou des patients en fait qui accommodent énormément et qui se rendent myope artificiellement. Donc, on va déterminer aussi l'acuité visuelle objective et subjective. Objective, donc, avec les appareils qu'on a à notre disposition, comme les autoréfractomètres. Donc, on va mettre en évidence, grâce à ça, un trouble de la vision binoculaire, une amblyopie, une anisométropie, etc. La réfraction succécloplégique, bien évidemment, en fonction de l'âge. Je dis en fonction de l'âge parce que les jeunes myopes, il faut les skier parce que grâce à ça, on arrive à chanter un petit peu l'accommodation. Et surtout, chez les hypermétropes. On prend bien évidemment la tension, on fait une imagerie du fond d'œil. Pourquoi cette imagerie du fond d'œil qui devient un standard maintenant? D'ailleurs, c'est depuis une dizaine d'années aux États-Unis, même obligatoire. Grâce à ça, on va pouvoir suivre en fait des patients qui vont faire un glaucome plus tard, grâce à l'image en fait de ce nerf optique. Parce que la tension, comme vous le savez, une fois que le patient est opéré de chirurgie réfractive, à cause de l'amincissement de la cornée, eh bien, les tensions ne sont plus valables en fait. Même si on fait un correctif, on n'est pas sûr. Tandis qu'avec une image du fond d'œil, il faut juste la comparer, cette image de la papille. Et là, on arrive ensuite à superposer, en fait, à voir s'il y a un creusement de ces nerfs optiques ou pas. Bon, les topographies d'élévation, ça que vous connaissez maintenant un peu tous, l'Orbscan, le Pentacan, le TMS5, on va imprimer les cartes adéquates, donc les quad maps. Grâce à ça, on peut dépister des indices du kératocone sur la face postérieure et d'autres indices. La pachymétrie, bien évidemment, qui est donnée par la topographie, la bérométrie, la pupillométrie. Et s'il y a une chirurgie par implant, bien évidemment, on va faire une biométrie optique non contact de préférence avec un appareil dédié à ça. Donc ça, c'était pour le bilan, donc on a vu réfractif pur, d'accord? Donc ça, il n'y a pas fouetter un chat. Maintenant, on va commencer vraiment le bilan de la vision fonctionnelle proprement dit. Donc il est adapté, bien évidemment, à la consultation de chirurgie réfractive et surtout aux conditions de vie du patient. Donc on va faire une anamnèse, on va vérifier les antécédents médicaux du patient, oculaires, familiaux. Et on va donc s'affairer à la première chose qu'on fait dans un bilan, c'est vérifier la motilité oculaire, voir s'il n'y a pas une limitation musculaire qui serait à l'origine en fait d'un trouble. Donc à ça, on va rajouter la vérification du réflexe de convergence, le punctum proximum
de convergence aussi, ce qui va nous donner en fait un aspect qualitatif de la convergence. Et grâce à ça, donc, on va dépister les troubles oculomoteurs. On va aussi travailler un petit peu sur la motricité conjuguée, on va vérifier la fixation du patient, voir si la fixation est stable, on va vérifier les poursuites, les saccades et les vergences grâce aux barres de prisme pour vérifier si le patient a une amplitude de convergence et en divergence suffisante pour ne pas nous décompenser un problème plus tard. L'examen de la vision binoculaire, lui, c'est ce qu'on appelle la vision stéréoscopique. Donc, on a plusieurs tests à notre disposition. Le plus pratique et le plus simple, c'est le test de l'angle, mais précisément le 2, parce que le 1, il est un petit peu passé d'âge. Donc, test de l'angle 2 avec donc l'étoile, la voiture, l'éléphant et le croissant de lune, où le croissant de lune a 200 secondes d'arc de vision stéréoscopique. Donc, on va dépister grâce aux langues et on va chiffrer aussi l'acuité visuelle stéréoscopique grâce à deux autres tests, qui est le test de TNO et le test de Wirth. Wirth, donc, c'est le test de la mouche. On examine toujours cette vision binoculaire et on va essayer de déterminer ce qu'on appelle les tests de suppression, voir si le patient ne neutralise pas. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir faire le test de Bagolini grâce au verre strié que vous avez tout en bas, en fait, le test, avec une petite lumière qu'on présente devant. Donc, on a deux barres lumineuses qui s'orientent sur le point lumineux. Et en fonction de l'œil qui neutralise, il y aura une barre lumineuse qui va disparaître. Et le test donc, de Bagolini, rouge-vert, avec les lumières qui vont s'allumer. Donc, si je neutralise de l'œil droit, eh bien, je ne verrai que deux lumières rouges. Et si je neutralise de l'autre œil, je ne verrai que 3 lumières vertes. Et si je fusionne, eh bien, j'aurai 4 lumières. Et si je diplope, j'aurai 5 lumières. Et ces choses, en fait, cette diplopie va apparaître en fait avec la décompensation grâce aux lunettes vert-rouge que vous voyez sur le schéma, sur le dessin, pardon. Et ça décompense donc votre vision binoculaire. Et grâce à ça, si vous avez une vision binoculaire de qualité, eh bien, vous fusionnez. Et si vous n'en avez pas, eh bien, vous allez la décompenser grâce à ces verres. Et voire double, voire neutraliser. Donc, les tests de fusion, donc, on va les faire aussi aux vergences prismatiques. On va vérifier si le patient a une bonne convergence. Donc, environ, on va dire, 40 dioptries de convergence en convergence. Et puis, on va avoir si mes mots veulent bien revenir, en divergence, donc on aura entre 6 et 8 dioptries. Donc les tests de la dominance oculaire, là c'est très très important parce que pour les patients presbytes, il va falloir qu'on détermine en fait cet œil dominant ou cet œil en fait qu'on va tester grâce au test du flou préférentiel. Donc vous allez prendre un verre de plus 0,75 et vous allez vous mettre sur la ligne des 10 dixièmes où le patient voit le mieux et vous allez donc placer ce verre donc un coup sur l'œil droit, un coup sur l'œil gauche, et vous demandez au patient de vous dire avec quel œil il a été le plus gêné. L'œil qui a été le plus gêné donc, sera l'œil dominant. Et vous avez la même chose pour la vision de près, que vous pouvez tester aussi. Dans ce cas, vous prendrez un verre de moins 0,75 pour la vision de près. Donc, vous mettez le patient avec sa correction par Rhino 2, et vous lui mettez un verre de moins 0,75, et alternativement sur l'œil droit et l'œil gauche, l'œil qui sera le plus gêné pour lire le P2 sera l'œil directeur ou dominant. Donc, il faut respecter cet équilibre en fait, sensoriel sous peine d'un inconfort visuel en post-opératoire. Et le deuxième test que j'utilise souvent, c'est le test en fait, du trou en vision de loin. Donc, bon, soit vous avez un petit trou comme l'image que je vous ai mise. Si vous n'avez pas de trou, vous prenez juste vos mains, vous faites un petit trou comme ça et vous éloignez au maximum et vous demandez au patient en fait, de regarder à travers le trou fait par vos 2 pouces et vous fermez grâce au cover test, l'œil droit plus l'œil gauche et l'œil qui est à l'intérieur, qui voit la petite image à l'intérieur, et l'œil dominant ou directeur. Donc, on va aussi vérifier l'équilibre oculomoteur. Ça, grâce au cover test unilatéral, alterné, avec et sans correction, de près comme de loin. Parce que grâce à ça, on va dépister l'éphorie, les tropies et surtout les microtropies. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Les microtropies ont tendance, en fait, à décompenser en post-opératif si c'était sujet. Par contre, il se met à voir double et c'est un peu irréversible. Là, la seule chose après, c'est même pas de la chirurgie du strabisme, c'est que le patient reste toute sa vie avec cette vision double. On espère que Dieu fasse en sorte qu'il oublie un jour. Donc, on teste aussi, bien évidemment, avec lentille de contact. Pourquoi? Parce que la lentille de contact est prédictive de la correction que l'on obtiendra avec la chirurgie réfractive en post-opératoire. Donc, on peut faire un bilan si le patient est équipé en lentille directement avec ses lentilles de contact. Et les réponses qu'on aura
seront prédictives de ce qu'il aura en post-opératoire. Alors, on a du coup étayé en fait des patients à bon pronostic, des patients à mauvais pronostic et des patients contre-indiqués. Donc, le patient à bon pronostic, qu'est-ce que c'est? C'est un myope qui a un équivalent sphérique inférieur à 6 dioptries, sans antécédent de strabisme ou de troubles oculomoteurs ou de troubles de l'accommodation. Une vision binoculaire de bonne qualité qu'on a testée grâce aux examens qu'on a fait plus haut, et une différence de réfraction entre la réfraction manifeste et la réfraction sous-cycloplégique qui est inférieure à 0,5. Bon. Et vous avez aussi le bon pronostic, c'est le jeune hypermétrope qui a plus ou moins 2 dioptries et dont la cycloplégie montre qu'il n'y a pas d'hypermétropie en fait latente. D'accord? C'est-à-dire qu'il a sous son hypermétropie de 2 dioptries et on retrouve la même chose en fait jusqu'à la colle. Le patient à risque modéré. Celui-là, en fait, c'est le patient hypermétrope au stricto sensu, quelle que soit l'hypermétropie. Pourquoi? Parce que sans dilatation, on ne peut pas connaître en fait son hypermétropie latente. Le myope surcorrigé. Les myopes supérieurs à 6 dioptries aussi, parce que certains d'entre eux ont peu de fusion. Les myopes sont toujours, en règle générale, sans leur correction, en exophorie. Leur correction leur donne une ésophorie pour compenser ça, mais sans correction, s'il y a une sous-correction, eh bien, le patient se retrouve en exo, et puis donc une difficulté en fait pour la fusion plus tard. Le strabique ancien, on s'en méfie parce qu'il a été opéré, on ne sait pas s'il a une zone de neutralisation, on ne sait pas s'il est en correspondance rétinienne harmonieuse ou disharmonieuse. Donc ça, c'est à surveiller, bien évidemment, et puis surtout à bilanter. La monovision intentionnelle, donc on va donner à un œil une vision de loin, à l'autre une vision de près. Eh bien, est-ce que le patient en post-opératoire va supporter ça ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas décompensé une phorie ou une tropie qui était latente? Donc ça, bien évidemment, il va falloir le tester. L'hyperphorie, pareil, c'est un risque modéré. Hein. Il se peut que le patient se mette à partir en verticalité, en hauteur. Donc, du coup, ça peut être problématique pour la suite. Le candidat maintenant a un risque vraiment élevé. Élevé, donc, c'est le strabisme manifeste. Un patient qui se présente avec un strabisme, exo ou éso, eh bien, dans ce cas, il va falloir bien le bilanter pour vérifier si ce patient peut supporter en fait, une chirurgie réfractive et que ses lunettes en fait, ne l'aident pas à tenir en fait, son union binoculaire, s'il y en a une. L'hypermétrope avec peu de fusion, pareil, hein, c'est le patient qui va décompenser automatiquement après la chirurgie. Les patients qui se plaignent de diplopie intermittente, c'est à très très bien explorer, parce qu'il se peut qu'en post-opératoire, pareil, s'il est sur ou sous-corrigé, un quart de dioptrie des fois, hein, eh bien, cette diplopie revient. L'anisométrope, le patient donc, qui a un œil, on va dire, quasiment hémétrope et un œil à -6, donc son cerveau s'est habitué un petit peu à compenser cette image et il aura tendance un petit peu à neutraliser. Donc il faut vérifier tout ça par le bilan orthoptique. Les patients amblyopes, pourquoi est-ce que c'est un patient à risque élevé? Ce n'est pas parce qu'en fait il a une amblyopie. C'est une amblyopie qui est profonde, ça ne pose pas de problème, mais c'est l'autre œil, si on l'opère, comment il va se comporter? Et c'est surtout après sur le plan médical le risque qui est élevé, parce que si sur le bon œil, le patient fait une infection ou plisse son capot ou quoi que ce soit comme autre problème, eh bien le patient aura une vision, en fait, entre guillemets, comme on a toujours dit, borgne, il ne voit que d'un œil, et dans ce cas-là, c'est problématique pour la suite de sa vie. Les contre-indications maintenant. Les contre-indications, c'est les hypermétropes à fort spasme accommodatif, associés à des ésotropies. Ceux-là, vraiment, il faut éviter de les opérer, parce qu'ils décompenseront automatiquement leur problème orthoptique en post-opératoire. Les patients myopes qui présentent une diplopie intermittente à faible amplitude de fusion binoculaire et une phoritropie qui se décompense à l'exercice cyclopégique. Ça, c'est des patients qu'il faut contre-indiquer parce que c'est pareil, ils verront double en post-opératoire, ils seront gênés, ils n'auront pas en fait assez de fusion pour pouvoir jouer sur leur vision binoculaire et ça va complètement se décompenser. Et les patients qui présentent des antécédents de strabisme, des troubles oculomoteurs fragiles tels que les paralysies oculomotrices ou d'autres dépistés lors du bilan, ça vraiment, il faut faire attention parce que c'est des patients qui auront un inconfort en post-opératoire. Donc là, vraiment, on évite d'opérer ces gens-là d'entrée de jeu, même si leur topographie est excellente, leur abérométrie est très bonne, qu'ils ont 10 dixièmes de chaque œil séparé, etc. Mais c'est des patients qui sont à problème. Alors, pour synthétiser un peu ce que je vous ai dit,
Donc, sur les patients à risque modéré qui surveillaient, eh bien, le myope modéré unilatéral, la monovision intentionnelle, le myope modéré, donc c'est inférieur à 6 dioptries, hein, avec hétérophorie et insuffisance de convergence, le jeune hypermétrope avec une amplitude de fusion, et les patients avec indication d'implants multifocaux, par exemple. Hein. Ça, c'est des patients à risque modéré, donc on les surveille quand même. Qu'est-ce qu'on va leur faire à ces patients-là? Eh bien, on va simuler en lentille de contact et surveiller les décompensations phoriques ou tropiques et avec leurs amplitudes de fusion. On va déterminer la dominance oculaire, on va étudier réfractivement en fait, le patient et orthoptiquement le patient, et tout cela sous cycloplégie. On va étudier l'euphoritropie avec la recherche de microstrabisme. Donc, je vous ai dit, là, c'est vraiment extrêmement important parce que les microstrabismes, ils ont tendance à avoir un inconfort total en post-opératoire. Donc, voilà pour les risques modérés. Pour les risques élevés, c'est les myopes forts avec instabilité binoculaire et oculomotrice. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Eh bien, on va contrôler l'absence de neutralisation et de diplopie. Les hypermétropes supérieures de dioptrie et les strabismes avec amblyopie, eh bien, l'importance donc de cette démarche systématique de contrôle et d'absence de neutralisation. Et pour les contre-indications, ce sont les hypermétropes à fort spasme accommodatif avec des antécédents de strabisme, de paralysie, avec séquelles de diplopie intermittente, des amblyopes profonds, unilatéraux, des myopes et des hypermétropes avec des instabilités et des inconforts binoculaires qui étaient déjà présents. Donc là, vraiment, ça, c'est des contre-indications parce qu'on sait très bien que, quoi qu'il arrive, le fait de leur faire sauter leurs lunettes, eh bien, ils ne seront pas contents du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, il faut anticiper. Le but de l'anticipation, il va falloir qu'on anticipe au mieux l'inconfort en améliorant sans cesse la précision de nos process. D'accord? Donc, on va faire le bilan préopératoire avec un protocole et le plus juste par rapport aux paramètres biométriques de l'œil et du patient et de ses exigences visuelles et fonctionnelles. On va aussi, nous, orthoptistes, simuler. La simulation en lentille de contact est une étape indispensable pour tout patient présentant un trouble binoculaire potentiellement décompensable. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Qui est décompensable, bien sûr, par la chirurgie réfractive. Hein. Et pour tout patient pour lequel une monovision intentionnelle va être prévue. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, orthoptistes aussi? On va compenser tout ça. Si le défaut final, il est minime, et laisse une autonomie visuelle satisfaisante, les activités courantes du quotidien, la compensation d'erreurs réfractives la plus simple reste le port d'une paire de lunettes, une petite correction en fait, dans certaines situations, telles que la conduite de nuit par exemple, ou bien lorsque le patient lit les sous-titres quand il regarde un film, voilà, ou bien quand il veut lire le soir au lit. D'accord? Ça, c'est pour les patients qui vont perdre par exemple de presbytie. La lecture, bien évidemment, une petite correction optique pour les patients presbytie, et pour la conduite, une petite correction la nuit pour éviter en fait que le patient soit ébloui par exemple, ou ait des halos lumineux qui peut compenser par sa petite correction de myopie par exemple. Lorsque le défaut réfractif est plus important et qu'il laisse un réel inconfort binoculaire, il ne faut pas hésiter à retraiter le patient, bien évidemment, ça c'est donc la part du chirurgien, bien évidemment en respectant les conditions biométriques du retraitement. Et pour nous, donc maintenant, rééduquer, si malgré les prédispositions qu'on a entrepris, une décompensation du néso ou d'une exophorie, voire tropie, ou encore une insuffisance de convergence se manifeste, la rééducation orthoptique sera bien évidemment envisagée dans le but de développer les réserves fusionnelles et de stabiliser en fait l'équilibre oculomoteur. Donc une myopie résiduelle ou un astigmatisme induit devrait être corrigé pour obtenir en fait un résultat optimal. Donc je vais faire ma rééducation patient, mais s'il y a en fait une sous-correction, il va falloir qu'on fasse faire la correction optique, la mettre au patient et lui faire cette rééducation. Parce qu'une rééducation avec une sous-correction, un patient qui n'est pas corrigé, ben, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Parce que le patient va réaccommoder par-dessus parce qu'il ne voit pas bien et donc du coup, il va décompenser encore plus son problème orthoptique. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire et je remercie donc Mohsin de m'avoir gentiment invité pour cette année, cette session. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voici mon mail, donc orthoblkorange.fr. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. Voilà, donc je me ferai un plaisir de partager les expériences avec vous. Donc, je vous remercie, je vous souhaite bon courage, soignez-vous bien, prenez soin de votre famille et à très bientôt, Inch'Allah.